Bienvenue dans Thérapeute Inspiré, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, une formatrice, mentor et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. Naviguer dans l'entrepreneuriat en respectant tes convictions représente un défi unique, je sais. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites. Rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Bonjour Aube, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Je te remercie beaucoup de prendre ton temps et de partager ton parcours, ton expérience avec nos auditeurs. Comment ça se passe sur ce podcast? C'est tout simplement, je te laisse te présenter comme tu souhaites avec tes paroles, comment tu te vois aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais bien sûr et quel était ton parcours pour y arriver. D'accord. Enchantée, Anfisa. Donc moi, je m'appelle Aube Placet, je suis psychologue de métier installée en libéral depuis 2018 et je me suis formée au fur et à mesure à la digestion des traumas. Et puis, au fur et à mesure, j'ai des professionnels qui sont venus me voir, qui sont déjà des professionnels installés, soit en libéral, psychologue aussi, thérapeute aussi, énergéticien aussi. Et au fur et à mesure, ma pratique s'est affinée. Et aujourd'hui, j'accompagne de plus en plus de professionnels qui s'installent ou qui changent de patientèle ou de clientèle. Et je les aide à vraiment à faire attention à leur posture, à comment ils se positionnent, comment fidéliser les patients ou les clients qui viennent les voir, comment déceler quand il y a un écho chez eux pour vraiment complètement garder ce lien à eux-mêmes et l'empathie qu'ils ont dans leur profession, et aussi pour éviter l'épuisement professionnel aussi, parce que quand on accompagne tous les jours, il y a des moments où on est complètement ouvert à l'autre et on peut aussi s'oublier. Donc c'est vraiment très important, je trouve, cette dimension-là. Et j'en suis arrivée là justement parce que moi aussi, j'ai vécu des moments compliqués dans ma vie personnelle, et de continuer à accompagner les gens pendant ces moments de transition qui étaient très importants pour moi, mais c'était compliqué de tenir l'équilibre en fait. Donc ça a été vraiment un exercice pour moi intérieur. Je me suis rendu compte que quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, quand on est donneur de soins, et on est souvent seul aussi dans sa pratique. Et j'ai eu à cœur vraiment de créer un endroit qui puisse offrir ça, justement, du soutien et de l'étayage pour les guérisseuses. Parfait, très bien. Écoute, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai demandé de venir, de nous raconter, parce que j'entends de plus en plus de thérapeutes qui sont en burn-out, pré-burn-out, justement parce qu'ils n'arrivent pas à tout gérer, avoir la posture qui va être juste, et ton bagage de psychologue, je pense que vraiment c'est un atout énorme pour justement pouvoir et préserver son bien-être et en même temps pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes à nos patients, à nos clients, tout simplement. Très bien. Est-ce que tu étais toujours, quel est ton parcours? Ça veut dire que, est-ce que tu étais toujours psychologue? Est-ce qu'il y avait d'autres métiers avant? Est-ce que, voilà, comment tu es arrivé vraiment à cette posture de supervision, on va dire, maintenant? Alors moi, j'ai commencé en sortant du bac par un CAP esthétique cosmétique. Donc il y avait déjà le bien-être dedans, massage, j'aimais beaucoup ces dimensions-là. Et puis après, j'ai eu envie, je me suis intéressée à la naturopathie, je me suis intéressée à tous ces accompagnements aux personnes en fait. Et puis j'avais tout juste, oui, je devais avoir 21 ans, et puis j'avais pas de sous en poche, donc finalement je me suis tournée vers la psychologie parce que c'était l'université, parce que c'était accessible, et parce que même si je travaillais à côté pour pouvoir vivre et subvenir à mes besoins, j'avais pas une école en plus à payer.
Donc voilà, et donc ça a commencé comme ça, et puis après j'ai toujours travaillé à côté, donc voilà, des petits boulots, des petits jobs, jusqu'au moment où en 2009 j'ai commencé à faire de l'accompagnement, donc que ce soit en milieu scolaire, auprès de personnes handicapées, ou alors en tant qu'assistante d'éducation en internat. Enfin voilà, j'ai toujours eu ce côté-là en fait, donc j'ai accompagné dans le cadre de mes études aussi. Et puis après quand j'ai été psychologue également. Très bien, merci. J'ai justement une question pour rebondir un peu là-dessus. Ça fait longtemps que je me pose cette question. Est-ce que pour les thérapeutes énergétiques de bien-être, est-ce que ça ne sera pas intéressant, peut-être pas faire des études de psychologie, mais d'avoir une sorte de formation pour acquérir les bases, on va dire, nécessaires pour mieux gérer les situations, mieux acquérir des personnes, reconnaître parfois des maladies qui sont plus d'ordre psychiatrique que juste le travail de thérapeute énergétique, même si on peut, tout en ayant, si la personne par exemple a déjà un suivi chez un psychiatre, on peut toujours l'accompagner avec des énergies, mais en parallèle, on va dire tout simplement avec la médecine conventionnelle. Justement, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette formation, mini-formation? Quand j'ai dit mini, c'est par rapport aux années d'études que toi, tu as pu faire. Est-ce qu'elle est importante? Mais en fait, moi, ce qui m'a aidé à faire le pont entre les maladies dites psychiques et puis comment dire, les difficultés aussi énergétiques aujourd'hui, c'est vraiment la dimension du psychotraumatisme, en fait. Je trouve que, en fait, la notion, regarder comment dire, la maladie psychique au regard du psychotraumatisme. Alors, je dis pas que j'ai une théorie absolue, il y en aura plein qui ne seront pas forcément d'accord avec ma vision, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, le trauma, c'est vraiment juste la dimension de j'ai trop d'émotions et je peux pas contenir ces émotions. Et donc, si on le regarde comme une image, ça fait comme une bulle d'une expérience de vie qui n'est pas digérée par le corps. Et donc, cette bulle, elle peut se réveiller n'importe quand. C'est-à-dire, par exemple, j'ai été humiliée en public par les copains parce que, je sais pas, j'ai sorti une blague qui était pas drôle à ce moment-là. Tout le monde a rigolé, je me suis sentie humiliée. Donc, ça fait une bulle parce que personne n'est venu me rejoindre et m'a dit tu voulais juste faire rigoler les copains, par exemple. Personne n'a eu de l'empathie pour moi. Ça crée une bulle et donc à chaque fois, ça peut, au fur et à mesure, parce qu'il y en a plusieurs qui s'ajoutent sûrement, ça peut faire une espèce de phobie sociale après de non, mais moi j'arrive pas à faire rire en public, c'est pas possible parce que y a trop ce souvenir-là d'humiliation en public qui est présente. Mais on est d'accord que cette bulle, elle appartient au passé, elle n'est pas présente. Et donc pour moi, le lien entre le psychique et l'énergétique à cet endroit-là, c'est vraiment une fuite énergétique. C'est-à-dire qu'au moment où la personne, elle est face aux gens, et qu'elle est bien présente et qu'elle a juste envie de rigoler avec les personnes, elle se retrouve happée par le souvenir, happée par ce monde émotionnel qui vient la réenvahir au présent. Et donc, pour moi, c'est une faille énergétique, en fait. Donc, je fais vraiment... Moi, c'est ça qui m'a aidé, la psycho du trauma, à faire le pont, parce que l'énergétique, je m'y intéresse depuis longtemps et j'y suis allée regarder des choses. Mais je voyais aussi que si dans mon quotidien, je me sentais pas suffisamment en sécurité, mon énergie, elle pouvait descendre très, très vite, en fait. Oui. Et donc, c'est vraiment le lien entre le psychique, les expériences de vie, des expériences dites traumatiques, et puis quand il y en a plein, c'est encore plus compliqué. Et puis l'énergétique, mais pour moi, c'est vraiment le pont entre les deux. Donc oui, une formation, bien sûr. Maintenant, ça demanderait réflexion, ça demanderait, tu vois, vraiment de réfléchir à comment on le présente aux gens, comment ça s'intègre, comment ça se comprend. Parce que ça se comprend mieux encore quand on l'a fait pour soi, en fait, quand on fait le pont à l'intérieur de soi, tu vois. D'accord. Écoute, tu vois, tu as peut-être le marché exploré parce que moi, à ma connaissance, je n'ai pas. Et ça fait des années que je cherche à avoir une petite formation, justement, avoir les bases de psychologie, les bases de... Je suis complètement d'accord avec toi sur la fuite énergétique, ça c'est sûr. Et certains, il y a d'ailleurs Natasha Callistramet dans ses livres qui parle beaucoup de ça. Elle est chamane, elle parle beaucoup de cet aspect-là. Mais effectivement, faire le pont entre les deux, c'est super intéressant. J'ai une question à te poser. Je crois qu'il y a 2 week-ends de là, il y avait une de mes élèves qui m'a parlé. Elle était très révoltée par rapport elle a fait une retraite avec le cercle de parole où les gens, ils étaient
comme elle m'a expliqué, attention, je reprends les paroles de cette personne, forcée de déballer tous ses soucis et ses problèmes. Et quand elle ne voulait pas, c'était son cas, par exemple, en plus, elle a mal compris le concept, je pense, parce que en tout cas, comme elle a compris que c'était juste venir un peu la retraite, repos, méditation, faire un peu de yoga, et finalement, c'était vraiment le cercle de parole, et ce qui l'a traumatisé, et pas qu'elle, les autres personnes aussi, que c'était effectivement la personne, elle demandait de vraiment insister pour qu'elle parle des choses qu'ils ont vécues, qui étaient douloureuses, et s'il ne faisait pas, c'était limite, elle était rejetée, bannie, et c'était limite dangereux, tout simplement. Après, attention, et j'entends, il y avait même un reportage à la télé par rapport à ça, et ce qui nuit beaucoup à notre monde de bien-être, on va dire, parce que c'est dommage. Justement, par rapport à ces cercles de parole, pas tous, attention, hein, on a fait aussi les cercles de parole, c'était bien passé. Est-ce que justement, la personne qui a, comme toi, cette bagage psychologique, ce ne sera pas plus le bienvenu que... est-ce qu'il y a vraiment le danger de pousser comme ça les personnes, j'ai mon point de vue bien sûr, mais je voulais entendre le tien, de pousser comme ça à dire quoi qu'il arrive et ne pas pouvoir passer son tour? Oui. Si on le regarde du point de vue du traumatisme, en fait, quand on parle d'un traumatisme et qu'on est dans un endroit où on n'est pas en sécurité, on revit le traumatisme à plein, en fait. Donc, bien sûr qu'obliger quelqu'un à quelque chose, c'est hors de question. C'est hors de question, et surtout en public. Pour moi, ça n'a pas de sens. Si la personne ne veut pas parler, elle ne parle pas. Ou alors, elle dit vraiment que ce qu'elle a envie de dire, en fait. Et des fois, il y a l'inverse. Il y a des gens qui sont bien d'accord pour parler et puis qui se retrouvent à dire plein de choses de leur intimité et puis qu'après, qui se disent « Oh mince, à qui j'ai dit ça ? Comment ça va être pris ?» avec plutôt de la peur après. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y avait déjà des résistances là. Donc, s'il y a des résistances, c'est à écouter. C'est pour protéger, en fait. Ouais. Oui, il y a de quoi faire, oui. Oui, pour bien accompagner les gens, ça demande de vraiment comprendre les différents profils. Tout à fait, parce que malheureusement, j'entends souvent ce genre de choses, et je veux bien sûr que j'essaie de faire passer aussi le message à certains auditeurs qu'il faut faire très attention, et merci pour ce que tu dis, faire attention parce qu'il y a des personnes qui se sont maltraitées et qu'effectivement c'est de l'ordre de maltraitant. Je ne connais aucune psychologue qui va te forcer de parler si tu ne souhaites pas, et même il faut se dire que 90% des personnes non plus, que ce soit les énergéticiens, les magnétiseurs ou autres, mais c'est vrai qu'il y a cette petit pourcentage. Merci beaucoup pour ton avis. Dis-moi justement, quelles étaient sur ton chemin tes victoires, mais aussi tes difficultés? Parce que je pose toujours cette question, puisque souvent on voit, tu sais, ce qu'on veut montrer sur les réseaux sociaux, mais parfois on a vécu aussi nos propres difficultés. Donc voilà, et victoire bien sûr aussi, puisqu'il y a aussi côté positif. Donc si tu voudras partager cela avec nous. Bien sûr. Eh bien, écoute, moi, je me suis toujours sentie un petit peu comme une extraterrestre dans les études de psychologie. C'est-à-dire que je trouvais ça intéressant de nourrir le mental, l'intellectuel, d'aller chercher dans les livres des choses que d'autres avaient pensées. Et en même temps, des fois, de lire Freud, c'était très compliqué pour moi parce que je le trouvais très, très misogyne. La place de la femme dans ses écrits, elle est extrêmement particulière. En tout cas, sa représentation de la femme. Et c'était assez particulier pour moi j'ai mis longtemps à faire mes études parce que je travaillais à côté. J'avais pas beaucoup d'estime de moi dans le cadre de l'université. On était un petit peu lâchés dans la nature, en fait. Donc, c'était pas simple. Je savais pas trop ce qu'ils attendaient. Et donc, j'ai mis 9 ans à faire tout le cursus qui dure normalement 5 ans quand on le fait d'une seule traite. Et donc, je suis allée piocher ailleurs, en fait. Je suis allée en communication non violente, je suis allée du côté de la méthode Esper, je suis allée chercher la médiation aussi, la médiation en cas de crise et de conflit. Je suis allée faire d'autres formations complémentaires pour me nourrir et pour avoir des outils pratico-pratiques et pour vraiment comprendre un petit peu l'humain au quotidien, en fait. Donc ça, c'est un peu ma difficulté à moi, ça a été d'aller jusqu'au bout de ces études-là, entre mes 20 et 30 ans. Et puis, mes victoires, c'était de toujours aller chercher ailleurs des choses pour me nourrir et d'aller dans le pratico-pratique, en fait. C'est ça qui m'a nourri le plus.
et dans ma pratique de psychologue aussi. Mes difficultés, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'était un peu de tenir l'espace perso quand il y a du mouvement, quand il y a des deuils à faire, quand il y a des changements, quand c'est pas simple, tout ça là, tous ces changements personnels, quand à côté il faut continuer à prendre soin des autres, être dans l'empathie et la bienveillance, quand ça touche à des sujets qu'on est en train de traverser et avec lesquels on n'a toujours pas tout digéré, c'est pas simple en fait. Donc ça, c'était mes difficultés. Et puis, de continuer à transformer, de continuer à guérir, de continuer à avoir la foi, tu sais, à se dire, je lâche pas, même si c'est dur, même si c'est compliqué, je vais jusqu'au bout. Et puis, de voir petit à petit des personnes qui viennent me voir, c'est assez ébahisant pour moi de voir les femmes qui viennent me voir maintenant en séance. J'ai des femmes qui ont des parcours incroyables en fait et qui ont fait de la thérapie, de l'analyse, qu'on fait ci, qu'on fait ça, et puis qui arrivent à l'ICV en disant justement ma technique pour les traumas et en disant j'ai essayé ici, j'ai essayé ça marche, ça a marché, mais ça résout pas tout. Là, je viens chercher ça. Et puis en fait, quand je leur dis je suis psychologue et énergéticienne, elles me regardent avec des grands yeux. Ah mais c'est génial. Et donc du coup, je suis contente de ça, quoi. Je suis contente de voir que ça ouvre des portes. Et je suis contente de voir aussi qu'on peut vraiment, avec de la douceur, avec de la bienveillance, sans aller creuser et dire c'est là qu'il y a un problème, de voir des femmes qui s'épanouissent, tu vois, comme des roses, tu vois, elles s'ouvrent et ça y est, et elles prennent leur liberté, elles prennent des bonnes décisions pour elles, quoi. Même si c'est pas facile, même si, elles le font quand même, quoi. Ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai et c'est les belles réussites qui me nourrissent le plus. Écoute, c'est vrai que ça, oui, ça doit être gratifiant, mais comme je t'ai dit, je suis convaincue, parce que quand on a discuté avant d'enregistrer cet épisode, on a discuté, c'est vrai que ça m'a porté, je dis, c'est génial, parce que je commençais à penser, je dis, ça peut servir à beaucoup de personnes, effectivement, et les thérapeutes que tu accompagnes, parce que on a parlé à midi avec un collègue qu'il y avait une personne qui est assez connue, qui se sentait pas bien, qui a fait burn-out ou pré-burn-out, peu importe. C'est juste que ça touche tout le monde, même si nous, on peut aider aux autres. Souvent, le cordonnier le plus mal chaussé, tout simplement. Et c'est vrai que je pense que cette supervision, il doit exister. Hein. C'est un très, très bon métier que tu fais. Et justement, avec quelle problématique, par exemple, je suis une thérapeute, avec quelle problématique je peux venir te voir? L'exemple, par exemple, que tu rencontres le plus souvent, qu'est-ce que c'est? Alors, les exemples les plus basiques et les plus courants, ça va être j'arrive pas à fixer mon prix, j'ai pas trop confiance en moi, je sais pas comment accrocher les clients patients. Vraiment la question de la, comment dire, tu sais, de la légitimité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je vais travailler au fur et à mesure. On va prendre quelques séances de reconnaître le parcours par lequel est passée cette personne, les compétences qu'elle a déjà, et puis de vraiment se faire confiance au point de vue intuitif, c'est-à-dire si elle perçoit des choses au niveau corporel, s'il y a des choses qui lui viennent, de pouvoir l'utiliser sans le plaquer sur la personne et sans l'imposer, mais vraiment juste l'utiliser au service de la thérapie, au service de la confiance. Et ça, c'est primordial quand on accompagne en thérapie, et souvent les personnes reviennent sur plusieurs séances, c'est s'il y a une confiance qu'elle a, en fait ça, c'est 80% du travail en fait. Donc si la personne, elle pousse la porte, qu'elle vient et que parce qu'il y a un ton, moi c'est ce qu'on me fait comme retour, donc c'est ce qui me vient, mais le ton de la voix qui est apaisant, une présence qui apaise et qui calme, et puis il y a une accroche sur le fait, ce que vous faites, j'aime beaucoup parce que ça me parle par rapport à ce que moi je fais. Là, il y a déjà, la rencontre est déjà faite en fait, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Après, c'est vraiment comment la personne va se sentir en sécurité et s'installer. Donc ça, c'est un des gros travaux que je peux faire avec les personnes que j'accompagne. Après, il y a une autre partie qui est très chouette et que j'adore faire aussi, c'est vraiment comment cette personne résonne chez la personne que moi j'accompagne, enfin son patient, c'est-à-dire son patient ou son client qui vient, arrive avec une problématique, et là, ça va toucher vraiment son histoire de vie. Donc, elle n'en a pas forcément conscience quand elle commence à m'en parler, mais à un moment donné, je lui dis,
là, je sens dans ton cœur, là, c'est un petit peu coincé, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, je sais pas. Donc là, juste, on va poser, je vais chanter un peu, ça va bouger un peu sur le plan énergétique. Et puis après, on va dire, c'est vraiment une personne qui te touche. Et là, la personne, elle va pouvoir dire, oui, ça fait écho pour moi, mon histoire, je connais quelqu'un qui est dans la même situation. Et ça débloque énormément parce que ça permet vraiment d'avoir de la clarté. Cette personne qui vient me voir, mon client, mon patient, c'est pas mon père ou ma mère ou mon frère ou ma soeur ou mon ami qui a la même chose. Non, c'est vraiment lui. Et donc, de pouvoir faire vraiment le distinguo et d'écouter ce que ça fait résonner chez la personne, tout de suite, elle revient à elle-même. Et quand elle l'accompagne à nouveau, elle est totalement ouverte à ce qui se passe pour elle. Elle n'est pas en résistance, vous devriez faire ci, à te proposer des solutions, ou sentir de la colère ou de la tristesse à l'intérieur d'elle. Elle est beaucoup plus disponible. D'accord, très bien. Et justement, pour les thérapeutes, pour les professionnels de bien-être, peu importe, qui sont, donc ça c'est vraiment souvent au début ou qu'on est vraiment, quand on a travaillé tout ça, et, par exemple, il y a beaucoup, enfin en tout cas dans le monde qui m'entoure, dans les personnes qui m'entourent, qui sont, et ça c'est quelque chose, c'est impressionnant, le nombre de fatigues et de burn-out. Ça veut dire que j'ai vu cet été énormément de thérapeutes et des formateurs aussi qui prenaient des vacances de mois. C'est pas parce qu'il est fatigué, mais il est fatigué pas physiquement, mais moralement, et qui ne pouvait plus. Donc, est-ce que tu travailles aussi avec ce type de personnes? Bien sûr, bien sûr. En fait, et puis parce que je l'ai vécu aussi, en fait, c'est vraiment là, quand on accompagne les gens et qu'on reste dans la tête et qu'on se coupe un peu du corps, quand ça vient résonner chez soi, ça fait une fatigue énorme. Et donc, c'est en ça que c'est intéressant dans la supervision d'aller voir, oui, ça te touche à cet endroit-là, parce que si, ça. Parce que du coup, là, la fatigue, elle repart, puisque l'ancrage revient. Ça fait du lien avec son histoire et ça lâche la pression qu'il y a dans la tête. Mais on est tous amenés à ça. Il y a vraiment des histoires ou des résonances. Et d'ailleurs, ça se travaille en supervision du sens de, avec cette problématique-là, est-ce que je me sens à l'aise, oui ou non? Si je ne me sens pas à l'aise, j'arrête d'accompagner ces problématiques-là. Et c'est pas un problème en fait, parce que j'ai peut-être dans mon entourage un thérapeute qui lui se spécialise là-dedans et est vraiment expert là-dedans, parce que c'est ok pour lui en fait. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi, et c'est ce que tu fais toi aussi dans tes accompagnements, de choisir un peu sa clientèle, patientèle. Non pas de la choisir en disant toi je te veux pas, toi je te veux. C'est vraiment pas ça. C'est en termes de compétences. Je me sens pas à l'aise de vous accompagner par rapport à cette problématique-là, mais je connais quelqu'un qui est expert là-dedans et qui pourrait le faire très très bien. Et ça participe aussi au réseau, parce que du coup, ça fait pas de concurrence. Même si vous êtes deux énergéticiens avec des compétences similaires, vous allez vous spécialiser avec des personnalités différentes. Et c'est parfait, en fait. Tout à fait. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est le courage pour certaines personnes et aussi honnêteté de dire que là, je ne vibre pas du tout avec ces problématiques-là, ou effectivement, peut-être il y a des traumatismes, puis il y a autre chose. Et c'est vrai que de faire passer le relais aux collègues, et comme tu as bien raison, comme tu as bien dit, et tu as raison en même temps, que c'est pas de la concurrence. C'est pas parce que j'envoie voir, je sais pas, pour le deuil par exemple, que je me sens pas à l'aise d'accompagner la personne dans le deuil, parce que je sais pas, moi personnellement, j'ai toujours cette peur, j'ai pas fini à travailler la peur de la mort, et je veux pas forcément être, je sais pas, si quelqu'un qui vient va me parler de l'enfant décédé, je vais être mal, donc je vais pas le faire, et je vais envoyer plutôt vers un collègue qui se sent complètement à l'aise et qu'il n'y aura pas cette problématique-là. Et il n'y a pas aucune concurrence. Et le contraire, elles vont m'envoyer des personnes qui vont avoir d'autres problématiques que moi, où je me sens plus à l'aise. Très bien, parfait. Justement, est-ce que tu as quelques conseils à donner aux thérapeutes? Bien sûr que ça remplacera pas la supervision, ça ne remplacera pas. Mais si, par exemple, ils ont tel ressenti ou tel ressenti, ils ont tel blocage ou tel blocage, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? On va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. La fatigue mentale. Moi, je fais un petit check-up tous les jours, un peu le soir, là, pour savoir, elle est où mon énergie, en fait? Est-ce qu'elle est toute dans ma tête? Est-ce que c'est plutôt là, au niveau émotionnel? Ou est-ce que c'est bon dans mes jambes? C'est plutôt dans mes jambes et dans mon ancrage, tout va bien. Et quand je sens que c'est plutôt dans ma tête,
Et là, je me dis, ah là là, je me suis bien pris la tête aujourd'hui, ça a dû bien me solliciter au niveau émotionnel, donc hop, c'est remonté dans le mental pour il faut ci, il faut ça, toutes les stratégies possibles. Et bien là, l'idée, ça va être de redescendre l'énergie le plus bas possible, donc vraiment dans les jambes, dans l'ancrage, marcher, faire du sport, vraiment se changer et couper le mental le plus possible. Mais si ça arrive tous les jours, tous les soirs de la semaine et pendant 2-3 semaines d'affilée, là, j'ai envie de vous dire, c'est le temps d'un arrêt de travail. Ou c'est le temps d'aller effectivement superviser sa pratique si ce n'est pas le cas. Parce que je trouve que la supervision, en plus, ça tombe. Enfin, ça dépend du statut. Hein, si on est en micro-entreprise, non. Mais si on se met au réel, la supervision, elle l'est dans les charges, en fait. Donc, il y a un moment donné, faut s'offrir le luxe de ça, quoi. C'est vraiment nécessaire dans le sens où, pour que mon entreprise dure, pour que je pérennise mon entreprise et mon activité professionnelle, il faut que je prenne soin de moi parce que c'est moi qui tiens mon entreprise et c'est mon bien-être qui va faire que je vais pouvoir accompagner le plus de personnes possible. Et si je m'épuise, eh bien, en 2-3 mois, je vais être obligée d'avoir un arrêt de travail pendant je ne sais pas combien de temps, enfin peut-être que quelques semaines, mais au bout de 2-3 ans, là, ça va être 1 an ou 2, quoi. Et ce serait dommage parce que c'est vraiment les personnes qui viennent me voir, elles comptent sur moi, en fait. Donc si moi je m'écroule, comment je peux leur donner confiance qu'elles ont leur potentiel, en fait. Donc il y a un moment donné de pouvoir se reposer sur d'autres, plus expérimentés, avec d'autres compétences, ou des fois, il y a juste des groupes de pairs qui existent, on appelle ça l'intervision, c'est-à-dire entre plusieurs thérapeutes avec une pratique similaire. On fait un groupe pour parler de situations complexes. Bah déjà, ça aide aussi, en fait. C'est intéressant parce que je me rappelle quand je me suis installée en tant que thérapeute, on me disait, tu vas voir, dans 2 ans, tu ne pourras plus, tu vas être en vrac, tu vas c'était comme dû, en fait. Et non, pas du tout, effectivement. Mais justement, de ces groupes-là, est-ce que tu les organises? Parce que c'est intéressant, je n'ai jamais entendu parler, par contre, de ces interventions. Tu as dit oui, c'est ça. Oui. Alors, j'en connais dans le cadre de la psychologie qui font ça, d'autres dans d'autres pratiques parce que c'est démocratisé, enfin, ils en parlent dans les écoles. Moi, ce que j'offre en groupe, c'est pas de l'intervision, mais ça va être, je vais appeler bulle de douceur. Donc, c'est une pause dans le mois où vraiment juste, on va muscler l'auto-empathie de la personne et juste en encadrant avec de l'énergétique et en groupe, en collectif avec plusieurs guérisseuses, ça prend encore plus d'ampleur. C'est vraiment impressionnant. L'ancrage, il est direct, en très très peu de temps, en quelques minutes. On le sent dans le corps beaucoup plus fort, en fait, donc c'est porteur. Et l'idée, c'est juste d'aller pouvoir questionner de quoi j'ai besoin là en ce moment. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour moi? Et donc, il n'y aura pas de réponse dans le groupe, mais par contre, avec une méditation guidée, j'emmène les personnes à aller trouver le guide intérieur. Et mais il y a un petit moment de partage quand même pour aller déceler c'est quoi les besoins du moment. Et donc, c'est un exercice d'auto-empathie, d'écoute du corps, d'écoute de soi qui peut être réutilisé en extérieur si les personnes se sentent autonomes. Mais sinon, si c'est régulier, une fois par mois, c'est un petit cercle qui coûte 25 €, c'est pas très cher et qui est vraiment ressourçant pour les guérisseuses qui choisissent de le faire. Très bien, c'est intéressant. Écoute, ça donne vraiment envie au moins d'essayer de regarder. Et aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que c'est bien que tu as souligné qu'effectivement, quand on est en réel, quand on est en société, qu'on est entrepreneur individuel, mais pas micro-entreprise, parce que maintenant, c'est un peu la confusion, qu'effectivement, il y a ce côté de possibilité de même déduire ça de ses charges parce que effectivement, comme tu dis, c'est prendre soin de soi. Et justement, raconte comment ça se présente. Donc, j'ai compris qu'il y a des cercles, voilà, ce cercle bulle de douceur. Et tu fais comment? Est-ce que ce sont des forfaits? Est-ce que ce sont comme les coachs, par exemple? Est-ce que ce sont des séances individuelles? Comment ça se présente? Oui. Là, par exemple, pour bulle de douceur, le cercle bulle de douceur, une personne qui va venir une seule fois, elle va payer 30 €. Par contre, celles qui vont s'abonner pour l'année, donc qui s'engagent pour l'année, là, c'est 25 € par mois. Donc, c'est en ça qu'il y a des formules. Pour la supervision, c'est le forfait, enfin, la base, c'est 1h30, 90 €. On est en supervision individuelle. Donc c'est pareil, s'il y a un engagement sur plusieurs séances, là j'ai un prix. Alors je ne l'ai pas fait tout de suite sur un abonnement, mais bien sûr qu'il y a un prix. Et puis ce que j'offre en plus, c'est une transmission sur comment activer, parce que ma phrase à moi, c'est la guérison au service de mon entreprise. C'est vraiment ça
mon adage. Et donc, j'ai une transmission dans laquelle les personnes se mettent au travail pour trouver elles-mêmes leurs clés, avec 4 piliers pour trouver ça, en fait. Et donc, je l'offre dans les accompagnements au long cours, en fait. Là, aux 90 € par mois, si elles font une séance de supervision par mois, mais elles ont cette transmission s'il y a un abonnement sur plusieurs mois, tu vois. Et sinon, j'ai une dernière formule qui est sur à peu près 2 heures, où là, on fait un soin énergétique et une résolution de problèmes professionnels. Donc, on fait les deux. D'accord, très bien, parce que oui, c'est intéressant aussi si les personnes qui nous écoutent sont intéressées, qu'au moins savoir comment ça se présente, parce que souvent j'ai remarqué qu'on n'ose pas forcément demander, on ne sait pas, peut-être tu nous diras tout à l'heure, est-ce que tu as le site quelque chose où c'est décrit, mais parfois si on n'a pas cet endroit où c'est décrit, on n'ose pas, on s'est dit, et puis je trouve sincèrement en étant dans le milieu de bien-être, les tarifs sont plus que corrects pour le temps que tu fais, et puis parce qu'il n'y a pas de valeur juste, c'est pas 1h30, c'est vraiment transformation et résolution de problématiques. C'est vraiment, il y a de la valeur, il n'y a pas que le coût de séance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai remarqué, qui vont faire un massage. Sincèrement, j'aime beaucoup les massages. J'étais massothérapeute dans mon métier aussi. Mais au bout de 2 jours, on ne se rappelle pas trop qu'on était massé. Parce qu'il n'y a plus, c'est pas quelque chose qui dure, en tout cas pour moi. Oui, il y a le détente sur le moment, bien-être, il faut favoriser ça. Mais je voulais dire que quand tu vas voir des personnes comme toi, c'est parfois tu as réglé cette problématique. Bien sûr qu'il y a toujours des autres, mais je voulais dire au moins c'est réglé. Tu vois, au bout de quelques séances, il y a un fardeau qui tombe et on n'a plus de ce côté-là. Et puis tu donnes des outils, effectivement, comme le boule de douceur pour continuer à se reconnecter à soi aussi, qui nous manque. Parce que je sais très bien, on est très bien en conseil, mais personnellement... Mais toi, tu vois, tu fais ton scan du soir et c'est génial quand même. Ah bah, je fais ça, mais je fais plein d'autres choses après. J'ai mis en place des rituels. Vraiment, à partir du moment où tu commences à prendre soin de toi, c'est vraiment toutes les pratiques de la journée qui sont importantes en fait. Le sport, les sorties, mais pas que. Les relations sociales, elles font partie de ça. Enfin, ce que tu manges, ça fait partie de ça. Surtout en énergétique. Enfin, ton lieu de vie, comment t'en prends soin, ça en fait partie. Ton lieu de travail. Enfin, c'est incroyable. Tu peux décliner dans tous les domaines. Tout à fait, exactement. Tu te sens aligné avec tous ces endroits, les personnes, les activités aussi. Très bien. Est-ce que tu as un conseil à donner pour les personnes qui ont des problématiques, qui ont un peu dans ton cas, dans ton métier, ou de supervision, ou peut-être des formateurs, les personnes qui travaillent avec des professionnels comme toi, pas forcément qu'avec des clients particuliers, mais avec vraiment, est-ce que tu as des conseils à les donner? Alors, des conseils à mes collègues? Oui, tes collègues, toutes les personnes qui travaillent avec des professionnels. Ça veut dire que, par exemple, moi, je forme des énergéticiens et je travaille aussi dans les accompagnements. J'ai des collègues aussi qui font des formations de PNL, de l'hypnose, d'autres, et que parfois, on se pose aussi des questions, certaines choses. Est-ce que tu as des conseils à les donner? Peu importe que ce soit sur leur posture, que ce soit sur bien-être personnel ou justement peut-être par quoi commencer ou quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que te vient? Pour les professionnels qui accompagnent d'autres professionnels, le conseil que j'aurais à donner, c'est qu'en fait, je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, ce avec quoi je suis, c'est que plus on fait confiance à l'autre et plus elle révèle son talent. Et tu sais, c'est le pouvoir de l'empathie, de la congruence, de l'écoute active, vraiment de se mettre... Il n'y a pas de hiérarchie, en fait. Il y a peut-être une hiérarchie au niveau de l'expérience, si tu veux, mais il n'y a pas de hiérarchie. On est face à un être humain qui accompagne d'autres êtres humains. Et ça reste un être humain. Donc, il a sa propre expérience, il a sa propre histoire. Et des fois, je vois d'autres professionnels qui doivent un peu... Ça m'arrive d'entendre ça un peu comme s'ils idéalisaient ma vie, mais en fait, ma vie, elle est comme tout le monde, en fait.
J'adore les séances, je voyage en séance, j'adore les guérisseuses, c'est juste extraordinaire. Des fois, il suffit juste de les mettre vraiment en posture et elles font elles-mêmes leur guérison. C'est incroyable, mais vraiment incroyable. Moi, ça me fascine à chaque fois. J'ai une guérisseuse, ça, moi, je suis là. En fait, je sers à quoi? Et en fait, ma place, le fait que je sois là, rien que ça sécurise. Et toute la guérison se fait toute seule. Donc, c'est vraiment juste... Et moi, je le vis aussi avec les personnes qui m'accompagnent. C'est-à-dire que des fois, elles se disent « Oh là, bah dis donc, en fait, c'est juste magnifique. Tu es avec moi, tu es en séance et il se passe des trucs incroyables. C'est pas avec tout le monde que ça se passe. » Mais souvent, les professionnels qui viennent nous voir, ils ont déjà un bagage. Ils ont déjà une histoire de vie. Ils ont déjà déblayé, mais ils veulent déblayer encore plus profond, en fait. Et si nous, on n'est pas prêt à faire ça, à les déblayer encore plus profond, on ne pourra pas les aider, en fait. Et c'est juste une histoire d'expérience et de là où on a déblayé, et ben, c'est parce que juste on est un petit peu en avance par rapport à eux, ben, on pourra les aider. Mais à partir du moment où ils nous dépassent, ben, c'est eux qui nous aident. Hein. C'est l'histoire de l'être humain, quoi. C'est juste ça. Et puis, tu sais, le pouvoir c'est le pouvoir de bonnes questions, et parfois, eux, ils vont raconter leur histoire. Toi, tu vas poser des bonnes questions, l'énergie que tu vas dégager aussi, parce que soin énergétique, c'est pas forcément de poser les mains, c'est aussi cette présence énergétique aussi qui vont débloquer plein de choses et, comme tu dis, activer leur propre pouvoir, en fait, de comprendre, de faire des prises de conscience. Combien de fois, tu vois, j'ai remarqué aussi une chose, et ça c'est exemple personnel, que quand on est thérapeute, on aime bien tourner en bourrique des autres. Tu sais, tout va bien, tout est parfait. Je me rappelle, on a fait les séances avec des cartes, avec une formatrice, et ben, tout est bien chez moi, tout parfait. Et en fait, je regarde les cartes et il me posait des questions. En fait, c'est les cartes qu'on utilise dans l'hypnose quand il n'y a pas de parole, c'est pas les oracles, mais juste, il fallait décrire une carte. Qu'est-ce que tu vois sur cette carte-là, ici et là? Et elle m'a posé des questions de temps en temps. Et je me rappelle, il y avait un arbre, au milieu d'arbre, il y avait une cœur. Et cette cœur, à travers, on voyait comme un ciel bleu, en fait. Donc, elle m'a posé plein de questions. Qu'est-ce que tu vois ici, les racines et machin. Évidemment, on arrive sur ce cœur. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois un cœur. Et il est comment, cette cœur? Ben, il est creux. Et ben, il est creux. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, on voit les nuages. Pas les nuages, mais le ciel bleu. Elle m'a dit, elle est toujours bleue. Et là, je suis partie en larmes. C'était impressionnant. Moi, ça me fait toute une histoire. Dans ma tête, je sais à quoi j'ai pensé, pourquoi c'était triste. Non, elle n'est pas toujours bleue. Tu vois, c'était complètement bête. Et pourtant, en 30 minutes, je l'ai tourné en bourrique en disant, non, c'est bon, les arbres, le ciel, le machin. Tout va bien. Tout va bien chez moi. C'est pour ça que quand tu m'as posé la question lors de notre conversation en privé, que je discutais la problématique, et j'ai envie de dire non, pas forcément sur fixer le prix autre, mais après, je t'expliquais ma problématique. Je suis en train de mettre les limites avec des groupes, des élèves et tout ça. Ma problématique, elle est plus là. Et effectivement, on a toujours quelque chose de toute façon à travailler. En fait, c'est comme des couches, en fait. La première fois que tu le travailles, tu enlèves la première couche. Oui. C'est comme un oignon, en fait. Tu as une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et puis, plus tu passes des paliers sur le plan énergétique, que tu choisis des choses qui sont juste pour toi, mais à chaque fois que tu décides de changer quelque chose, tu retraverses les mêmes insécurités, en fait. Donc, mais c'est juste que c'est pas le même niveau que la dernière fois. Mais c'est les mêmes trucs sur lesquels tu vas buter. Et donc, des fois, tu te dis, ah ben mince, je l'avais vu 10 fois en thérapie, j'en ai marre, quoi. Mais c'est juste que c'est ton histoire et c'est comme ça, quoi. Tout à fait. Donc oui, je vous invite, les personnes qui nous écoutent, quand même de faire attention à vous et d'écouter ce qui se passe en vous et peut-être se poser des questions et ne pas se buter, non, j'ai besoin de personnes, si on a besoin de personnes aussi pour nous accompagner au moins de temps en temps. Parce que tout de suite, c'est vrai qu'on a cette vision de choses, que c'est long. Tu sais, quand on parle surtout de psychologie, tout de suite, on se voit sur 10 ans de psychanalyse ou autre. Effectivement, je comprends. Justement, combien dure à peu près des accompagnements? Je sais que c'est très personnel, hein, je te demande juste la moyenne. Combien de séances, combien de temps durent tes accompagnements en moyenne, bien sûr? Oui, ça va dépendre vraiment de l'objectif de la personne.
Il y a des personnes avec qui le feeling passe très très bien et je vais commencer à les accompagner en psychothérapie, je vais faire un peu d'énergétique, elles viennent en supervision, enfin il y a une progression dans l'accompagnement et elles en arrivent à un moment donné où peut-être elles vont changer de superviseur, mais il y a une progression, ça fait plusieurs années que je les accompagne. Il y en a d'autres avec qui il y a un programme particulier, donc que j'appelle des clients alignés à ma vibration, satisfaits, qui reviennent. Et donc là, c'est sur 3 mois. Ça peut durer un peu plus parce que j'adapte à la personne. Mais, et là, c'est sur 3 mois, mais elles peuvent revenir après en supervision ponctuelle. Mais souvent, quand je fais des accompagnements, c'est 1 an et demi, quoi, à peu près. Très bien. De toute façon, il faut toujours pour voir les résultats, il faut plusieurs séances et puis c'est pas tous les jours que tu le vois non plus, ces personnes-là. Donc, effectivement, il faut le temps. Et j'ai une question à te poser que je pose toujours durant ces épisodes de ce podcast. En quel moment, combien de temps il te fallait pour se sentir bien dans ton métier, que ça soit financièrement, que ça y est, je gagne ma vie, que ça soit ma posture, je suis vraiment, comment dire, je me sens à l'aise, je n'ai plus de syndrome d'imposteur, je sais que je peux aider aux gens. Combien de temps il te fallait pour se sentir bien dans ton métier? Oui. Voilà, moi j'ai une particularité, c'est que j'étais à temps partiel d'abord et puis après je me suis lancée à temps complet qu'en 2021. Donc le temps partiel m'a aidé justement à accompagner mes premiers patients, à voir comment j'orientais ma pratique, avec quels outils. Enfin, ça a été un peu de l'exploration. Et là, moi, ça fait, on va dire, je pense à peu près, 3-4 ans. Il m'a fallu 3-4 ans. Bon, à temps partiel au départ, puis après à plein temps. Donc, quand on se met à plein temps et puis qu'on a suffisamment de patience, ça arrive plus vite. Mais ouais, moi, il m'a fallu 3-4 ans, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est la moyenne à peu près pour beaucoup de personnes, c'est vrai. Très bien. Et toute dernière question, est-ce que je n'étais pas demandé quelque chose, mais qui tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent? Attention, c'est pas obligatoire, tu peux dire non aussi, mais est-ce que peut-être je t'ai pas pensé à demander quelque chose, mais tu as envie de dire, à partager? Oui. En fait, le travail initiatique de la guérison, ça fonctionne quand on décide de s'y engager. Et souvent, il y a plein de synchronicités qui arrivent. Et j'ai juste envie de dire que c'est pas parce que tu es dans le noir, c'est pas parce que ça fait un moment que ça dure et que tu en as ras-le-bol parce que tu vois pas le bout du tunnel que ça va pas s'arrêter un jour. Et j'ai juste envie de dire quelque chose là-dedans, c'est tu n'es pas toute seule. Il y a d'autres professionnels du soin et de l'accompagnement qui traversent exactement la même chose que toi. Et peut-être ils n'osent pas en parler, mais n'hésite pas, il y a des groupes d'entrepreneurs, il y a des associations, il y a des superviseurs et des thérapeutes pour ça, bien sûr, mais n'hésite pas à en parler autour de toi. Si tu vois que ça ne fait pas écho, c'est pas grave, mais le jour où ça fait écho, tu te sentiras bien moins seul dans ce que tu traverses et bien moins seul dans ta pratique aussi. Donc, c'est vraiment une question de l'espoir. Merci beaucoup. Où on peut te trouver? Comment tu travailles? Est-ce que tu travailles en distanciel? Donc, comment on discute par visio? Est-ce que tu as un cabinet? Comment ça se... Et déjà, si c'est un cabinet, où ça se trouve? Voilà, comment tu travailles? Alors moi, j'habite dans le Maine-et-Loire, c'est pas très loin de Nantes. Donc, je suis à côté d'Angers, dans la périphérie d'Angers, et donc j'ai un cabinet là-bas, partagé avec d'autres professionnels. Mais je fais aussi beaucoup en visio et à distance. Donc, j'accompagne des personnes qui habitent dans l'est de la France, dans le sud de la France. J'en ai eu aussi dans les îles. Donc, c'est pas un problème, la distance. Très bien. Et justement, où on peut te trouver, parce que je vais mettre tout cela bien sûr en bas de cet épisode, mais parfois les personnes, elles nous écoutent dans les voitures et tu sais, au moins à l'écoute, on ne peut pas toujours noter. Où on peut te trouver, si ce sont des réseaux sociaux, comment tu t'appelles sur les réseaux sociaux, voilà, où on peut te trouver? D'accord. Donc, moi, c'est Aube Placet, donc aube.placet sur Instagram, Aube Placet psychologue sur Facebook, mon site internet Aube Placet psychologue aussi. Donc, Très bien. Placet, comment ça s'écrit? PLA2SAIS.
Très bien, parfait, impeccable. Écoute, moi je vais mettre toutes tes coordonnées en bas de cet épisode, et sur toutes les plateformes, normalement c'est visible. Je te remercie beaucoup pour ce temps et je trouve que c'est intéressant le métier que tu fais. C'est quelque chose de nouveau par rapport au, par exemple, le magnétiseur qui existait depuis des années, et vraiment cet mélange, on va dire, de l'énergétique et psychologue, et en plus la supervision. Je trouve que c'est une richesse énorme et ça aide énormément. Déjà, à mon petit niveau, après PNL, j'ai vu qu'il y a les différences déjà, et en plus avec ce bagage de psychologie, c'est de plus en plus. Donc, merci pour ce que tu fais, et écoutez, j'étais ravie de te recevoir ici. Merci Anfisa. Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui s'il te plaît 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.